C'est pas populiste, ça, un petit peu? Alors, ça, je viens de dire 2 mots. C'est intéressant parce que ça aussi, c'est un mot intéressant. Bienvenue à tous sur Indécis pour une nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis, LFI. Merci d'être avec nous. On peut enlever les masques. On va enlever les masques. On est à bonne distance, Merci. on a aéré. Première question, ça fait 5 ans que vous êtes député. Après 5 ans, est-ce que vous pouvez me donner une définition? C'est quoi être député en France? Alors, en 5e République, quand on est député d'opposition, il va de soi qu'on a le sentiment parfois que l'Assemblée nationale est plus un théâtre. Mais je vais en dire 2 mots, c'est pas nécessairement péjoratif, parce qu'on a fait tout un travail, nous, d'opposition. On a dit aussi de proposition. Et ce qui est important, c'est du moins ce qui a guidé souvent l'action des 17 députés insoumis, c'est que ce que nous faisons ne reste pas enfermé dans le cadre de l'hémicycle, mais sort un maximum. Et on a essayé de développer beaucoup à travers les réseaux sociaux, filmer nos interventions, les mettre sur les réseaux, parce que je pense que démocratiquement, c'est utile que le peuple voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et même si nous ne sommes pas entendus, on le sait, beaucoup de propositions de loi que nous avons fait, on en parlera peut-être, sont toujours rejetées d'ailleurs par la majorité. Il n'empêche que ce qui fait sens, c'est la pédagogie aussi qu'on essaie de développer pour faire entendre nos propositions. Donc être député, dans mon cas, aura été tout ce travail qui est utile selon moi, un contre-projet par rapport à ce que fait actuellement Emmanuel Macron, de faire entendre des propositions, de faire entendre des critiques, des oppositions, de ne pas le faire dans un rapport un peu de ce qu'on a appelé un peu le crétinisme parlementaire, c'est-à-dire que ça tourne, on est là, mais que vraiment on a en tête que ce qui est utile, c'est pas seulement ceux qui nous écoutent dans l'hémicycle, même si on s'adresse à eux, mais aussi faire des choses qui s'adressent à l'ensemble de la population. Mais ça, c'est en 5e République. Et en 6e, ça sera quoi? Ben moi, j'aimerais qu'évidemment... Peut-être pour la 6e. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que moi, je suis républicain, attaché à une certaine idée de la République sociale. Et je pense qu'il faut un Parlement plus fort, où il faut vraiment que c'est là que ça se passe, des pouvoirs renforcés pour le Parlement, beaucoup moins de pouvoirs présidentiels. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est la 5e République, le présidentialisme à plein. C'est le gouvernement qui est quasiment propositionnel sur les lois. Et la majorité, souvent, est la courroie de transmission de ce que propose le gouvernement. Ce qui amène à ce que nos collègues, souvent d'En Marche, on les appelle les Playmobil pour se moquer un peu d'eux, les taquiner, parce qu'ils ont quand même une capacité à être tous identiques, à lever la main quand il faut, etc. Voilà. Mais moi, là où je suis plutôt fier du boulot qu'on a fait, c'est qu'il me semble qu'on a redonné goût à toute une série de gens à s'intéresser à ce qui se passe au Parlement. Je crois ça c'est les chiffres qui sont là. Les 17 députés insoumis ont été très présents. On a proposé beaucoup de textes, on a fait beaucoup d'interventions. Et des interventions remarquées quelquefois. Voilà, pour le meilleur. Et puis peut-être certains nous critiquent, mais c'est des interventions qui sont utiles. On va en dire 2 mots, mais moi j'ai encore en mémoire la première intervention sans doute que j'ai fait dans l'hémicycle. C'était une intervention pour dénoncer la baisse de 5 € des APL. Voilà. Avec les pattes. Exactement. Et les célèbres, pour 5 €, on avait acheté l'équivalent, donc 5 € dans un petit Lidl, pour citer une marque du coin. Et ça faisait quelque chose de, non pas un repas de grande qualité, mais qui est conséquent pour beaucoup de gens. Voilà, pour un étudiant, pour des gens qui sont... Il y a 8 à 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Et baisser de 5 € les APL, c'était significatif. Et ce jour-là, on avait amené des objets dans l'hémicycle. Alors pourquoi je le dis? Parce que ça, c'est interdit, par exemple. C'était la première fois qu'on le faisait. On s'est fait taper sur les doigts par le président de l'Assemblée nationale. On n'a pas le droit, normalement, d'amener des objets à l'Assemblée nationale. Il faut savoir le faire avec un certain... Il y a un peu de feeling, parce que si on folklorise trop les choses, je veux dire, ça peut aussi affaiblir le propos. Mais il y a des moments où ça met en scène le fait que 5 €, c'est pas rien. Et quand vous baissez cette somme tous les mois, ça a des conséquences sur certains ménages. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez, on les taquine. On a l'impression qu'il y a quand même moins de bienveillance, moins de légèreté un peu dans cet hémicycle depuis 5 ans, que c'est devenu vraiment très très dur entre vous. Il y a de la confrontation. Que les choses soient claires dans le contexte dans lequel on est. La confrontation verbale, la verve, etc., c'est utile. Bon, il ne faut pas la violence physique, ça c'est une évidence. Et moi, quels que soient les désaccords que j'ai avec les membres du gouvernement, il est hors de question que les choses se règlent par des agressions. Je veux dire, ça ne sert à rien, c'est intolérable dans une vie démocratique. Mais on voit bien qu'il y a, et c'est un problème de fond, c'est pour ça que moi je parle de 6e République, il y a besoin de rebrasser un peu les règles de c'est quoi, pourquoi on a envie de vivre ensemble, pourquoi vous et moi, on n'a peut-être pas, et sans doute pas les mêmes idées politiques, mais il n'empêche qu'on veut faire peuple. Et il faut redéfinir des droits nouveaux pour les citoyens. Et moi, je pense que en 5e République, une fois de plus, il n'y a pas assez de droits d'intervention des citoyens, des droits de contrôle. Moi, je suis pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qu'un certain nombre d'électeurs
et de citoyens puissent éventuellement dire à l'Assemblée nationale, c'est de ça dont on veut discuter. Moi, je suis pour le droit de révoquer éventuellement les élus en cours de mandat. Si un certain nombre d'électeurs significatifs le demandent, on pourrait enclencher un référendum révocatoire pour que ceux qui vous ont désigné puissent éventuellement revenir là-dessus, etc., etc. Pour faire en sorte que ce ne soit pas uniquement une fois tous les 5 ans qu'on est un adulte avec un droit de vote, et puis après, bye bye, rendez-vous dans 5 ans, mais que le peuple reste acteur politique. Je veux dire, si l'idée, c'est que le souverain, c'est le peuple, ben le souverain, il n'est pas souverain une fois tous les 5 ans, il doit pouvoir l'être plus régulièrement. On vote plus pour un homme que pour des idées. Voilà, donc, et après, sans faire injure aux uns et aux autres, mais là, enfin, on a vu, Emmanuel Macron, il y avait beaucoup l'aspect, il est jeune, il est différent, on ne savait pas trop toujours ce qu'il proposait, et on le voit aujourd'hui chez certains candidats, c'est plus des castings que vraiment des discussions sur des programmes. Faut se méfier des gens qui ont peu de programmes et qui ont une image sympathique, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils feront une fois en responsabilité. Alexis Corbière, vous êtes de gauche ? Oui. Parce qu'on a l'impression que quand on pose la question aujourd'hui, on n'est pas de gauche, on n'est pas de droite, on est juste pour le peuple, pour la France, il n'y a pas besoin de... Vous êtes de gauche ? Oui, moi, ce serait étrange que je ne dise pas que je suis un homme de gauche. Par contre, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a 50 millions d'électeurs, et c'est des mots pour... Il y a des études qui disent qu'un tiers des gens ne se latéralisent plus, ne se positionnent plus spontanément comme étant de droite et de gauche. Encore moins les jeunes, hein. C'est pour ça que et en particulier les jeunes. Donc moi, je veux parler avec des mots qui sont des signifiants forts, comme on dit, pas seulement des mots un peu creux. Quand vous avez eu des expériences, il y avait un homme qui s'appelait François Hollande, peut-être qu'on l'a oublié, mais il n'y a pas si longtemps. Non, mais je veux dire, il était président d'un parti socialiste, c'est un mot magnifique, le socialisme. Homme de gauche qui avait des responsabilités et qui, je crois, n'a pas mené une politique conforme à l'idée que je me fais de la gauche. Donc si je dis je suis de gauche, ça peut entraîner chez beaucoup de gens l'idée qu'en gros, c'est un peu du Hollande, peut-être de Hollande plus, vous comprenez ce que je dis. Donc les mots sont blessés, salis. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que je suis républicain. Même le mot républicain, il faudrait le définir. Parce que tout le monde se dit républicain. La droite se dit républicain. Macron, c'est la République en marche, etc. Donc, moi, c'est l'idée d'une république sociale, etc. Mais bon, et puis, on a beaucoup parlé de la laïcité. Moi, je suis un laïc, mais en même temps, je trouve que le mot de laïcité est utilisé bien souvent comme un truc à géométrie variable, avec peu de sens, en particulier tourné vers une certaine confession et beaucoup moins d'autres. Bon, et si ces mots, on ne les redéfinit pas, je veux dire, on est parfois dans une espèce de novlangue peu mobilisatrice et peu compréhensible. Donc je suis un homme de gauche, mais je préfère dire aussi que je suis un homme pour le partage des richesses, je suis un homme attaché à la souveraineté populaire, je suis un homme pour une rupture avec le productivisme du système capitaliste actuellement qui détruit la planète, donc je suis écologiste, etc., etc. Je suis républicain, mais pour une autre république. Donc il faut définir les choses. Et une élection doit être un grand moment de pédagogie, sinon ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on voit bien, beaucoup de gens voient bien que le système ne fonctionne pas bien, mais ont du mal à voir c'est quoi l'horizon vers lequel il faudrait se diriger pour changer les choses, quelles sont les propositions, et tout ça mérite du temps. Et on est dans un format aujourd'hui médiatique où c'est souvent... L'immédiateté tout de suite. Bah oui, la chaîne d'infos, comment elle fabrique souvent les choses. Et moi, je suis un client, comme on dit, de ces chaînes d'infos. C'est Monsieur Corbière, vous êtes disponible. Voilà, face à vous, vous aurez un tel, et c'est blanc contre noir. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? On va vous mettre un opposant. Il y a 8 minutes, plus le présentateur, en gros, vous allez parler 3-4 minutes sur des choses extrêmement clivées. Alors, ça fait des choses qui peuvent être intéressantes. Mais je veux dire, ce n'est pas toujours un raisonnement que vous pouvez dérouler. C'est le règne de ce qu'on appelle la punchline, la petite phrase. Votre adversaire va vous adresser une punchline. Si vous avez préparé sans doute la réponse. Mais ce n'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, ça formate le débat politique autour d'une idée d'un espèce de ring. Ça vient de plus en plus au MMA d'ailleurs, tous les coups seront permis. Alors que ça peut avoir sa pertinence. Je parlais tout à l'heure de verve et moi-même, je veux dire, je peux accepter l'idée qu'il y a de la polémique. Et la polémique peut aussi faire sens parce que dans la confrontation... Ça permet de réfléchir et de se remettre bien en sûr, question. bien sûr. Non, mais je veux dire, en plus, vous évoquiez des jeunes, je vois bien sur son téléphone, dans le métro, on va regarder un truc et on va apprécier qu'il y ait, face à Zemmour, je le cite parce que c'est pour moi un adversaire politique, bah tiens, t'as vu ce qu'il a répondu ? Bon, ça fait sens. Mais admettez que pour diriger un pays, il ne s'agit pas de seulement est-ce que tu as sorti la punchline ou la phrase définitive qui a foudroyé ton adversaire ou que éventuellement tu as reçu. C'est petit aussi. Donc il faut le temps de la démonstration, etc. Donc tout ça pour dire, et revenir à votre réponse, je suis un homme de gauche, mais je pense que, hélas, ce mot aujourd'hui ne suffit pas pour être compris par les gens. C'est intéressant, vous dites les mots sont importants, je suis complètement d'accord avec vous. Les mots sont importants. Vous êtes d'extrême gauche ou pas ? Non, moi non. Pourquoi on dit que vous êtes vous d'extrême gauche à la France Insoumise et qu'au Rassemblement National, ils sont d'extrême droite ? Voilà. L'extrême gauche aujourd'hui, on va dire que c'est des organisations révolutionnaires qui pensent souvent que c'est pas par
c'est plus par une grève générale que le pouvoir va être pris, qu'il faut des organisations populaires qui ne passent pas par les institutions. Moi, j'ai été comme ça dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Je veux dire, je suis pour la République, je le répète, et je suis pour qu'il y ait, je pense que c'est des élections, qu'on ait un pays évidemment extrêmement marqué par la vie démocratique, qui est enraciné dans la vie politique depuis quasiment 1870, on va dire, depuis le début de la Troisième République, hormis la parenthèse de Vichy. Et nul changement ne peut avoir lieu que s'il n'est pas un changement démocratique. Tout doit être replongé en permanence dans des élections qui permettent de vérifier si les décisions qui sont prises ont un consentement majoritaire. Donc la France Insoumise n'est pas une organisation d'extrême gauche. Il y a des gens respectables, je pense à Philippe Poutou, qui est un homme sympathique. Nathalie Arthaud, dans ces cas-là. Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, etc. Bon, ça existe. Alors, et après, il y a un côté flétrissant dans la discussion de qualifier quelqu'un, de dire vous êtes d'extrême gauche. Dès qu'on met le mot extrême, évidemment, on donne l'impression, si on est extrême, on est excessif, donc en fait, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais redonnons du sens à la discussion. Est-ce qu'on est pour des institutions plus démocratiques? Est-ce qu'on est pour un partage des richesses? Est-ce qu'on est pour, aujourd'hui, des ruptures et des transitions écologiques? Bon, si on est ça, il me semble que, je veux dire, on est... Vous êtes pas d'extrême gauche? Je ne crois pas, parce que quand j'en discute, au-delà des étiquettes, c'est partagé par tout le monde, ou alors des fous, des gens, ou alors des gens qui sont... inconscient des... Pour vous, c'est des idées politiques qui peuvent être au milieu du débat sans être dire... Oui, et vous savez, en plus, on a fait, nous, des études d'opinion. Toutes nos propositions, souvent, acquièrent le consentement de 70-75% de la population. Augmenter le SMIC, tout le monde est d'accord. Moi, j'ai défendu il n'y a pas longtemps le droit de révoquer les élus. Vous avez quasiment plus de 60-70% des gens qui sont d'accord avec cette idée. Révoquer les élus, ça veut dire faire en sorte qu'ils ne pratiquent plus leur mandat si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Ouais, on va fixer un seuil de représentativité. Est-ce que 10 à 15% des électeurs... C'est pas populiste, ça, un petit peu Alors, ça, je viens de dire deux mots. C'est intéressant parce que ça aussi, c'est un mot intéressant. Mais moi, tous les mots, vous savez, qui ont pour racine le mot peuple, ça me fait pas peur. J'ai bien compris qu'on l'utilise comme une insulte parfois dans la politique. Mais je préfère être populiste que populophobe. D'accord? C'est-à-dire, en fait, il y a des gens, ils ont peur du peuple. Et quand j'ai proposé à l'Assemblée nationale, c'était il y a au mois de janvier, l'idée d'un référendum révocatoire, il y a des gens qui ont dit, mais avec votre système, en fait, le peuple, il a tout le temps la main. Alors, oui, quand on est républicain, il faut que le peuple, il ait tout le temps la possibilité de contrôle. Mais quand c'est obsessionnel, on voit bien combien ça fait diversion. On va passer à l'actu au choix. En 2 minutes, je vous donne 2 sujets, vous devez en choisir qu'un seul. Aïe. Le premier sujet, les parrainages à l'élection présidentielle, ou le deuxième sujet, la présidence de l'Europe. Bon, parrainage, parce que c'est un sujet qui... L'autre aussi est majeur. Sur l'Europe, nous, on n'est pas pour... Vous faites votre choix, mais... On est pour éventuellement désobéir au traité européen. Enfin, éventuellement, on serait pour désobéir au traité européen qui nous empêcherait de mettre en place notre programme. Il faut rappeler les parrainages, il faut 500 parrainages d'élus pour pouvoir présenter un candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Et on a l'impression que tous les 5 ans, certains candidats galèrent à les avoir et à la fin, ils les ont quand même. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Pourquoi on dit qu'on a du mal à avoir les parrainages tout le temps? Parce que, il faut aller faire la tournée de notamment toute une série d'élus, en général c'est plutôt des maires, qui nous accordent un parrainage. Aujourd'hui, en plus, il y a la publication, c'est-à-dire on va donner le nom des gens qui parrainent, alors que normalement, quand vous parrainez quelqu'un, c'est pas nécessairement que vous le soutenez. C'est important parce que si des maires m'écoutent, on peut considérer que, voilà, je pense que tel candidat, il a le droit de pouvoir développer ses idées, je partage pas nécessairement ce qu'il dit, mais il est un courant significatif de l'opinion, il doit pouvoir se présenter. Bon, là où c'est difficile, c'est qu'on a malgré tout aujourd'hui un système où bien souvent un maire, il va se retrouver où il dit au sein de mon conseil municipal, on va peut-être me reprocher d'avoir parrainé quelqu'un parce qu'on va dire finalement vous le soutenez. Qu'au-dessus de lui, il a parfois une communauté d'agglos avec un président de la communauté d'agglos qui lui est attaché à un parti politique qui va lui reprocher et vous vouliez avoir votre petit gymnase, votre centre culture, votre bibliothèque et puis on va vous dire puisque tu n'as pas signé pour le bon candidat, on va te poser problème, etc., etc. Donc c'est un système qui devrait être, nous ce qu'on a proposé, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait porté ça, qui est en même temps une autre voie, ok, il pourrait y avoir ce parrainage d'élus, mais aussi 150 000 citoyens qui décident de dire voilà, on soutient tel candidat. Ça ne se rassemble pas comme ça, 150 000 citoyens. Ce que vous aviez fait au moment de la candidature il y a un an. Voilà, on l'a proposé, ça a été refusé. Cette idée, elle vient d'une commission que Lionel Jospin avait présidée sous François Hollande, d'une réflexion sur la Ve République. C'est un seuil représentatif de la population. Ça permettrait de pouvoir créer pas ces blocages. Et je vous assure que ce n'est pas une feinte de notre part, on y consacre beaucoup d'énergie. À l'heure où nous parlons et on enregistre cette émission, nous n'avons pas encore 500 signatures. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, que vous appréciez ou pas notre programme, Jean-Luc Mélenchon, indiscutablement, et je ne le dis pas, je respecte tout le monde, mais c'est un candidat significatif, ça existe, il a fait quand même 7 millions de voix la dernière fois, 19,5%. Ce serait terrible pour notre système démocratique qu'il ne puisse pas se présenter, lui comme d'autres qui sont significatifs et avec lesquels je ne partage pas l'opinion, je ne vais pas les citer, mais on comprend ce que je suis en train de dire. La démocratie, on doit en accepter toutes les règles.
Et si c'était le cas, je veux dire, ça donnerait encore plus l'impression que nos institutions ne fonctionnent pas, quoi. Un héritage, c'est-à-dire il y a un maillage d'élus, une histoire qui fait que c'est... Les élus locaux. On parle des parrainages, donc on va parler de la campagne présidentielle. Vous serez en meeting demain à Montreuil pour lancer cette campagne électorale en quelque sorte chez vous, à Montreuil, avec Adrien Quatennens et d'autres députés. Daniel Obono et Aurélie Trouvé, qui a été la dirigeante de la grande association altermondialiste ATTAC, qui nous a rejoints, qui préside aujourd'hui ce qu'on appelle notre Parlement de l'Union populaire. Et on fait un meeting, effectivement, à Montreuil, qui est une ville, vous parliez de gauche, traditionnelle de gauche, mais dans laquelle il y a beaucoup de militants de différentes organisations. Ce sera un grand meeting à la salle de la mairie, et j'invite chacun à y aller. Et il faut aller au meeting, même si à l'heure actuelle, on a enlevé le masque pour se parler, mais évidemment... Il faut le garder. D'ailleurs, vous offrez des masques. On offre des masques. Et aller dans un meeting, ça permet d'entendre des idées un peu et de se faire une opinion, même si vous n'êtes pas encore convaincu. Venez nous écouter. On a reçu Christophe Castaner la semaine dernière dans l'émission. Il va bien ? Il va bien, oui. Bah, écoutez, ça s'est bien passé. Et il pose toujours, l'invité d'avant pose toujours une question à l'invité d'après. Je vous propose qu'on l'écoute et vous réagissez. Monsieur Corbière, il y a quelques jours, le groupe socialiste à l'Assemblée a proposé une résolution pour dénoncer ce qui se passe en Chine dans, au fond, une sorte d'esclavagisme organisé contre les Ouïghours. Plus d'1 million de personnes vivent aujourd'hui de façon internée. Et puis chacun sait l'horreur de ce qu'ils subissent parce qu'ils sont une minorité, parce qu'ils sont musulmans. Et j'ai été très surpris de voir que votre groupe, à l'unanimité, malgré une très faible présence, a voté l'abstention. Pourquoi ? Pourquoi sur un sujet aussi symbolique, aussi fort, qui faisait le rassemblement de la droite de mon groupe jusqu'au Parti socialiste, votre groupe a été le seul à ne pas avoir eu le courage de dire à la Chine que c'est insupportable ? Alors je reprends vous voyez, voilà. il polémique parce qu'il ne pose pas le sujet. Nous dénonçons ce qui se passe aujourd'hui, que subissent les Ouïghours de la part du gouvernement chinois, qui est absolument ignoble. Il y a même un crime contre l'humanité qui est en cours, un internement insupportable. Mais la résolution, elle mettait un mot qui est le génocide. Pour moi, le génocide, c'est un mot avec lequel il faut être précis. Il y a eu jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, 3 génocides. Le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le génocide en Arménie, le génocide au Rwanda. D'accord ? Et ça peut sembler un débat spécieux, mais par exemple, Amnesty International ne parle pas encore, en dénonçant fermement, je parle d'Amnesty International, ce qui se passe en Chine, n'utilise pas encore le mot de génocide. De la même façon, Human Rights Watch aussi n'utilise pas le mot de génocide. Moi, je serais favorable à utiliser le mot d'un risque génocidaire, mais pas celui de génocide. Parce que s'il y a génocide, M. Castaner qui me fait la leçon, qu'est-ce qu'a prévu le gouvernement de M. Castaner pour empêcher ce génocide ? Est-ce qu'il faut aller aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu ? On va aller, M. Castaner, une fois qu'il m'a un peu comme ça, pour des raisons politiciennes, quelle conclusion il en tire, lui qui dirige, qui est un homme important dans le gouvernement actuel ? S'il y a un génocide, il faut immédiatement se donner les moyens de le stopper immédiatement. Sans quoi, j'espère que, je veux dire, M. Castaner, il ne peut pas aller se coucher gentiment en disant j'ai essayé de coincer la France insoumise sur un tel sujet. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc ce qui se passe actuellement, ce que subissent les Ouïghours, c'est une politique de colonisation terrible de la part des Chinois. Une répression sans aucun doute. Il y a des camps de travail qui font travailler les gens dans des conditions insupportables et il y a un nombre, y compris dans les pratiques religieuses des Ouïghours, des choses insupportables et des massacres qui ont lieu. Maintenant, la discussion qui a eu lieu, qui a été exprimée assez clairement par Clémentine Autain, c'est sur ce mot. Si la formulation avait été légèrement différente, parce que c'est l'étape ultime d'un génocide, c'est-à-dire la volonté de la part d'un gouvernement, d'un État, d'assassiner un autre peuple. Actuellement, ça n'est pas exactement ce qui a lieu, même si la situation que subissent les Ouïghours est absolument terrible et qui est totalement intolérable. Vous comprenez mais on parle depuis tout à l'heure de sémantique et de mots. Voilà. Et on est en plein dans ce sujet-là. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer des gens, le fait que le si groupe... c'est présenté comme Castaner qui donne l'impression... Non, mais parce que... Non, mais vous avez raison si de l'idée, c'est de faire croire qu'en quelque sorte, il y aurait un accord de la part de la France insoumise avec la Chine, oui. C'est absurde. Par contre, ce que je dis, puisque les mots ont leur importance, moi je pense que quand il y a un génocide qui est enclenché, alors le responsable, même si un crime contre l'humanité est intolérable, mais la responsabilité est immédiatement de le stopper. Ça fait 12 ans, depuis 2012, qu'il y a une situation terrible contre les Ouïghours. Qu'a fait le gouvernement Hollande ? Qu'a fait le gouvernement Macron contre ça ? Pour l'instant, pas grand-chose. Je crois savoir qu'il y a c'est des Jeux Olympiques d'hiver, c'est ça, qui vont avoir lieu en Chine. Ouais. Alors le gouvernement français va aller dans un pays dont il pense qu'il commet un génocide, mais on va les jouer. Donc j'espère qu'on m'a bien compris. Il faut, dans le droit international,
un peu, comment dirais-je, avoir le mot pour éventuellement faire évoluer les choses. Et puis après, il ne faut pas être dupe non plus parfois qu'il y a une volonté de la part des États-Unis de créer une tension internationale sur des sujets. Et nous, on est pour maîtriser tout ça afin de ne pas être toujours dans l'agenda de certains qui veulent enclencher des guerres. Et donc, la France doit rester une puissance indépendante qui a sa propre appréciation des choses. On va passer au que oui, que non. Vous répondez que par oui ou que pardon aux propositions que je vais vous faire. Vous pouvez vous justifier, mais alors c'est vraiment en 2 minutes, donc il faut aller vite. Que oui, que non. Est-ce que vous serez candidat en 2022 ? Oui. Pourquoi ? Pas présidentielle ? Pardon ? Pas la présidentielle ? Non, c'est-à-dire que si la question c'est est-ce que je me représente pour être candidat aux élections législatives, j'ai réuni ce qu'on appelle une assemblée de circonscription de mes amis, de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, Montreuil-et-Bagnolet, et à l'unanimité, j'étais le seul candidat, mais tous les copains présents ont considéré que je devais me représenter, et moi je suis favorable aussi. Alors dans quelle configuration on va voir, j'aimerais avoir un rassemblement avec moi, mais à ce stade, à l'heure où nous parlons, je suis candidat à nouveau pour un deuxième mandat. Oui, que non. Est-ce que vous avez déjà fumé un joint ? Oui. Mais je fume pas. Vous fumez pas aujourd'hui ? Non, non. Que oui, que non. Rapidement, est-ce que le PSG va battre le Real de Madrid en 8e de finale ? Honnêtement, je suis pas foot, j'en sais rien. Dites que oui, comme ça vous Ah, que oui, bah oui, non, mais si le PSG gagne, ça rendra les gens heureux. Mais bon, moi, j'ai plus le temps de développer. Là, il y a un argent, enfin, il y a trop d'argent dans le foot. Et même si les gens sont des stars et des artistes magnifiques, qui me dérangent un peu dans ce PSG-là aujourd'hui. Mais vive le sport, ça c'est évident. Et moi, je suis plus rugby, mais... On va en parler après, vous inquiétez pas. Voilà. Donc j'ai dit oui au PSG. Voilà. Le dernier que oui, que non, est-ce que vous pourriez être chroniqueur sur TPMP ? C'est quelque chose qui vous intéresserait ? Alors TPMP ou une autre émission, je dis TPMP parce qu'on vous a vu dans cette émission. Vous me posez une question, je suis un peu en froid avec les amis. J'aime bien Cyril Hanouna, mais je lui reproche là, je trouve qu'il y avait une belle émission à une époque populaire, un peu antiraciste et tout. Moi, le fait qu'il ait confié l'émission à Eric Nolot, qui est un soutien de plus en plus affiché d'Éric Zemmour, ça m'agace. Et après... Vous lui avez dit ? Quoi ? Ouais, je lui ai dit, j'ai dit à son équipe, on va pas redévelopper, il y a eu dernièrement des choses... Voilà. Mais je réponds pas directement à la question, mais j'ai pas de mépris pour ce format-là. Et je l'ai souvent dit aussi. C'est-à-dire que moi, je vais dire les choses claires, je suis plutôt un auditeur de France Inter le matin. J'ai encore dernièrement été invité à C'est à vous avec Karim Rizouli. C'est des émissions dans lesquelles je me reconnais plus, qui ont plus de temps de la démonstration. Mais j'ai pas de mépris vis-à-vis d'émissions populaires. Mais une grande émission populaire où il y a de la blague, etc., et Cyril Hanouna peut être... Et c'est quand même un personnage agaçant. C'est un personnage agaçant. C'est un personnage attachant, mais agaçant parfois, et avec qui j'ai des discussions assez franches. Voilà. Ça vous a énervé ce qui s'est passé récemment sur le plateau pour Face à Baba, l'émission avec Cyril Hanouna. Vous avez été pris à partie par Stanislas Rigaud. Non, mais ça, c'est dans les couloirs. Et ça mais même pendant l'émission, vous avez été pris à partie. Moi, j'aime pas... Le ton n'était pas très cordial. Je n'aime pas quand il y a une discussion sur les femmes qui sont agressées, et qu'Éric Nolot dit, on sait très bien que c'est les gens de Seine-Saint-Denis qui agressent les femmes. Moi, là, j'ai dit, non, mais ça va pas. Sans compter que M. Zemmour lui-même, je sais pas quelle est la vérité, la justice n'a pas tranché, mais il y a quand même des femmes qui sont plaintes de son comportement. Expliquer, parce que je connais le truc, que c'est en Seine-Saint-Denis, sont entendus les Arabes qui agressent les femmes, ça suffit, quoi. Donc là, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, le chroniqueur aurait peut-être dû lui dire ça, c'est pas tolérable. Et il y a eu d'autres échanges de ce type. Et j'ai trouvé que l'émission, contrairement à ce qui m'avait été dit, n'était pas un format aussi, comment dirais-je, il était quand même souvent dans des zones de confort avec des gens qui étaient ses amis. Vous allez le rappeler, Cyril Hanouna, quand même. Oui, ou lui, il le fera. Non, mais après, j'ai des relations avec lui comme avec d'autres. Bon, on a un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est ? Avant d'accueillir Marie Gariazzo de l'IFOP. C'est un vélo ? Non, non, c'est pas. Je l'ouvre ? Ah oui, allez-y. Bon, alors, je l'ouvre devant vous. On s'est creusé la tête. C'est vrai ? Ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Bon, je suis désolé. Le Stade Français, c'est super. Désolé, c'est le Stade Français. Non, mais c'est ballon de rugby parce que vous jouez. Vous avez non, alors, on va être... Bon, moi, je suis né à Béziers. C'est un ballon anti-stress en plus. Ah oui, bah, super. Ouais. Je suis né à Béziers dans l'Hérault, 11 fois champion de France. C'était vraiment, pour une ville de province comme la mienne, le grand événement. Toute la ville était en fête. Alors, en vérité, on n'a plus le temps de développer. Moi, le grand sport de ma jeunesse, c'est le judo, mais j'ai joué au rugby. Et après, quand j'ai été à l'Assemblée nationale, dans un premier temps, j'ai participé à ce qu'on appelle le 15 parlementaire, où il y a une équipe qui s'est constituée. Alors, j'y vais plus trop pour plein de raisons, parce que déjà, je suis vieux, j'ai grossi, je suis lent, il y en a fait quelques matchs. Non, mais parce qu'au début, les organisateurs, c'est des gens très sympas. Il y a des administrateurs, on dit, viens, tu verras, c'est cool et tout. On fait que se passer la baballe et tu vas voir, c'est cool. Sauf qu'on a fait quelques matchs en face, ils étaient solides. Les Anglais qui étaient venus, les gars, c'est des assistants parlementaires qui jouent en club. Bon, il y a quelques tampons un peu significatifs. Et là, j'ai dit, bon, soit je me casse la jambe. Donc, le message passe, je ne suis pas à la hauteur de cette équipe. Mais dans ces 15 parlementaires, justement, vous l'avez dit, il y a des parlementaires de tous les partis.
vous y étiez. Il y avait Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports. Très bon joueur. Excellent arrière. Il y avait Louis Alliot, qui jouait aussi le maire RN de Perpignan. Comment ça se passe sur un terrain quand vous jouez tous ensemble? Est-ce que vous parlez de politique hors terrain? Est-ce que vous oubliez tout ça? N'importe qui a pratiqué du sport, que tu fasses de la boxe, du judo, machin, t'es dans des clubs, les gens ont toutes les opinions politiques. D'accord? Franchement. Ouais, bien sûr. Donc, faut pas raconter d'histoire. Ça existe un peu partout. Donc, il faut tolérer les gens quand vous faites une pratique culturelle ou sportive. Deuxièmement, moi, après, sur le terrain, on joue avec des gens qui partagent pas les opinions. Puis pour finir, parce qu'il y a une espèce de légende qui s'est constituée, moi, j'ai pas participé à des troisièmes mi-temps, à faire la fête avec les gens après. Et puis pour tout dire, en plus, sans citer de nom, il y en a certains qui m'ont un peu agacé si j'y vais plus. C'est parce que je trouvais que ils me saoulaient un peu dans l'hémicycle et j'avais plus trop envie de jouer avec eux. Vous avez le sang chaud ou pas un petit peu? Parce qu'il faut le sang chaud quand on joue au rugby. Un peu, ça peut arriver, mais pas. Parce qu'on lit des trucs sur vous à droite, à gauche, il a failli se battre avant de rentrer dans l'hémicycle. Alors, celui avec qui j'ai eu un échange, lui aussi, il est dans le casse parlementaire. Ah d'accord, je savais pas, oui, je me demandais. Ouais. Non, mais vous voyez, parce qu'on en parlait rapidement tout à l'heure, Stanislas Rigaud, moi je trouve que c'est pas un reproche quand on dit de quelqu'un qu'il a le sang chaud ou qui sait pas faire. En sortant de l'émission face à Baba, dans le couloir, ils étaient une 10-15. Au milieu d'un groupe, je découvre qu'il y a même le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles qui a écrit des choses et fait une avec ma photo et celle de Mélenchon, marqué des islamo-collabos. Moi, je trouve ça insultant, d'accord? Alors, voilà, moi, collabo, je sais ce que ça veut dire. Ceux qui collaborent avec les nazis, si je jouais même du violon, mais c'est vrai, moi, mon grand-père était résistant, etc. Enfin, on ne me traite pas de collabo comme ça. Et puis islamo-collabo, c'est un terme injurieux. Donc il était là, ils étaient un peu arrogants, si je puis dire. Et on a eu un échange verbal, ils nous ont dit des choses peu agréables. Et quelques réponses leur ont été faites. Et puis ce qui n'est pas acceptable, c'est que ça a été filmé, coupé, on en voit une partie, etc. Bon, je m'en fous, c'est la vie. Oui, effectivement, ça peut m'arriver parfois d'avoir des... Mais il n'y a pas eu de coup, je veux dire, mais il y a eu un échange. Moi, j'estime, une fois de plus, que quand vous mettez ma photo en une d'un magazine en me traitant de collabo, moi, je suis un républicain laïque, j'accepte pas. Surtout de la part de gens avec qui, à une époque, j'ai cru qu'ils voulaient faire un journal un peu réac, conservateur, mais je pensais pas que ça deviendrait ce journal d'extrême droite qui est devenu Valeurs Actuelles. Je le répète, la violence aujourd'hui qui monte dans le pays, dont je suis aussi victime avec Raquel Garrido. Il y a des gens qui sont rencontrés au meeting Zemmour, qui se sont mis en scène avec un fusil, avec qui je vis, qui ont mis en scène avec un fusil, qui veulent nous assassiner. Là, je vois bien, il y a un truc inquiétant qui monte dans le pays et il est hors de question de le tolérer. Merci beaucoup de votre franchise. On va accueillir Marie Gariazzo qui nous rejoint de l'IFOP. Merci Marie. Ça va? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Bien. Marie, je voulais qu'on parle du mois de février, parce qu'on est au début du mois de février, qui est un mois charnière dans une campagne présidentielle. C'est un mois où tout bouge un petit peu. Oui, alors en effet, on peut se dire que la campagne n'est pas complètement lancée, que les choses vont enfin se stabiliser en février, en mars. Mais quand même, les indicateurs qu'on a aujourd'hui, c'est que les Français ne sont pas encore rentrés dans la campagne présidentielle et qui sont même assez critiques sur la façon dont elle se passe jusqu'à maintenant. Alors, ils sont critiques parce qu'il y a une offre qui n'est pas stabilisée. On est quand même fin janvier, elle est pléthorique et elle se dessine un peu comme une guerre des égaux. Et c'est à peu près tout ce que les gens refusent de la politique en général. Et puis, il y a surtout cette crise des idées, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune proposition qui franchit le mur du son. Et alors, on a beaucoup parlé de sémantique. Et c'est vrai que nous, dans les études qu'on mène auprès des Français, on a l'impression que les discours politiques, c'est comme si c'était devenu un peu une langue morte, en fait, et qu'on a pas mal de candidats qui n'arrivent pas à rendre audibles, en fait, toutes leurs propositions. Et puis, il y a aussi donc, une dernière critique très forte que vous avez évoquée, c'est la brutalité de cette campagne, avec l'impression qu'il y a un peu une confusion entre radicalité des idées qui correspondait à une attente de certains Français qui avaient envie un peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière sur plein de domaines, notamment le domaine social ou en matière de pouvoir d'achat. Mais sauf que là, il y a une confusion avec la violence et on voit, il y a beaucoup de dérapages verbaux. Alors, surtout à droite, on voit avec Éric Zemmour, mais on le voit aussi avec Valérie Pécresse et le Karcher. Et puis Emmanuel Macron avec le fait d'emmerder les non-vaccinés qui risquent en fait de laisser des traces dans l'opinion un peu plus profondes que ce qu'on a cru initialement. Et c'est vrai que ça fait une forme de débordement qui rend encore plus inaudibles en fait les hommes politiques. Et c'est vrai qu'on a un vrai problème aujourd'hui, même si ça peut changer en février-mars, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui ne savent pas du tout pour qui voter, qui se sentent démobilisés avec un risque de l'abstention assez fort et puis une colère qui monte et qu'on sent dans l'opinion, notamment vis-à-vis des élus, avec des violences en direction des élus qui rappellent un peu aussi le début du mouvement des Gilets jaunes.
On regarde les sondages à la France Insoumise quand on prépare une campagne présidentielle. Bah, les sondages, ils créent une ambiance, qu'on le veuille ou non. Alors après, nous, on critique sur la fabrication des sondages. Actuellement, je ne veux pas développer, il y a tout un débat de certains instituts, pas tous, qui ne retiennent que les gens qui sont sûrs d'aller voter. Et sociologiquement, c'est assez terrible parce que ce sont les milieux populaires pour l'instant qui n'ont pas fait de choix. Et donc, on a une photographie à un moment donné qui est d'une sociologie plutôt CSP+, etc. Donc, ça défend. Ça crée une ambiance, ça peut créer des dynamiques ou ça peut en casser. Donc évidemment, nous, on est critique par rapport à ça, tout en étant évidemment, on les regarde. Comment ne pas les regarder? C'est la raison pour laquelle, à l'heure où cette émission sortira, est-ce que le président de la République aura ou pas annoncé sa candidature? On sait qu'il va être candidat, c'est pas un scoop, il n'y a pas d'hésitation, il n'a pas de problème de santé, etc. Donc il va y aller. Et moi, je l'invite, déclarez-vous, parce que déclarez-vous avec un programme et qu'on puisse discuter. Vous critiquez, etc. et que vous présentiez les choses. J'ai même entendu dire, j'espère que c'est pas vrai, qu'il refuserait les débats. Bah, c'est ce que nous disait Christophe Castaner dans l'émission d'avant, qui lui conseillait de refuser le débat du premier tour. Et donc, si je devais le conseiller, je lui rappellerais ce que ses prédécesseurs ont fait et je lui conseillerais d'être, au contraire, au plus près du terrain, au plus près des Français et de ne pas forcément passer par le cirque que sont bien souvent les débats. Ouais, mais ça, c'est antidémocratique. Alors, vous voyez ça. Non, mais honnêtement, je veux dire, quel que soit, même s'il y a des gens qui nous regardent qui sont macronistes, c'est pas acceptable. C'est pas. Non, mais là, alors si Christophe Castaner. J'ai rien fait, hein, non, mais j'en. Non, mais. Là, je suis suffoqué. Pardon, vraiment, c'est intéressant comme information. Je ne l'avais pas parce que la presse disait que c'était l'entourage. Ah ben, si le président du groupe En Marche dit il y a un candidat qui n'a même pas à se confronter aux autres, qui n'a même pas à présenter. Enfin, je veux dire. En retenant l'argument de l'histoire, ce qui s'est passé dans l'histoire. Non, mais attendez. J'aurais cru comprendre qu'Emmanuel Macron, son livre la dernière fois, ça s'appelait Révolution, qu'il fallait tout changer. Je veux dire, s'il remet les habits de vraiment classiques, c'est-à-dire toute la pompe et la puissance de cette monarchie présidentielle que dans la Ve République, s'il l'utilise à plein, enfin, je veux dire, ça va pas. Et puis, bon sang, je ne sais pas le sort qui sera réservé à Emmanuel Macron, il a des sondages qui sont intéressants, mais il craint quoi? Il craint qu'on puisse discuter de son bilan? Parce qu'il y a des choses qu'on a envie de lui dire, donc il va planer comme ça au-dessus. Donc ça, il ne faut pas se faire voler une élection. Il faut qu'il y ait un moment de délibération. Il faut que la délibération, elle soit la plus nette. Et c'est pourquoi j'en veux parfois aussi au sondage, c'est que ça crée un climat. Vous avez des gens qui peuvent avoir des idées, on dit « ouais, mais t'as vu, il est à 3% dans les sondages, donc laisse tomber ». Ou alors à l'inverse, vous avez des gens, on vous dit « ah lui, c'est bien parce que regarde, il peut être celui qui va gagner ». Bon, donc, bref, il faut qu'on puisse débattre, il nous reste quelques jours. Et le sondage est parti, c'est fou. Et bien évidemment. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'être venu. Pour terminer, tu préfères aller dîner avec Emmanuel Macron, mais tu choisis le resto, ou alors tu votes le pass vaccinal et Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République? La question est con. Est-ce que vous savez qu'Emmanuel Macron est mon cousin? Non. Si. Il y a un type, c'est une histoire de fou. Alors ça, je veux l'entendre par contre. Non, c'est vrai? C'est une histoire de fou. Il y a un gars qui fait de l'archéologie, mais ça ne prouve absolument rien, ça montre par ailleurs, qui a expliqué qu'au XVIe siècle, il y a un village dans le Tarn où nous avons le même ancêtre. Et vous lui avez dit ça? Non, j'ai pas eu l'occasion de dire. Non, je suis pas intime avec Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, on est aller au cousins restaurant. et depuis, pas une carte postale, pas un mot, rien qu'à l'ingratitude. Bah, le non, restaurant. mais je suis pour Mélenchon président, évidemment. Ah, donc vous votez le pass vaccinal? Non, mais sans le pass vaccinal, pourquoi? Non, mais voilà. Mais écoute, la question n'appelait pas de réponse, mais chacun aura découvert que je suis le lointain cousin. Mais je pense que surtout, Alexandre, vous et moi, on est aussi cousins, ou je sais pas. Peut-être. On doit être à l'échelle de 4 siècles. Mais pourquoi pas? Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus et c'est amusant. Ça lui fera plaisir. C'est à Murat-sur-Veb, voilà. La famille Pujol à Murat-sur-Veb. C'est énorme. Alexis Corbière et Emmanuel Macron ont un ancêtre commun. Merci à vous, Alexis Corbière, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes, j'allais dire sénateur, non, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Demain, vous serez en meeting à Montreuil pour la campagne présidentielle. Merci beaucoup, Marie-Galazzo, d'être venue nous voir et votre chronique l'IFOP toutes les semaines avec nous. Restez sur la chaîne Indécis, allez voir un peu les interviews à droite à gauche qu'on a été tournées. Les prochaines émissions et interviews, ce sera avec les candidats à l'élection présidentielle. On vous raconte tout ça dans une vidéo très vite. Ciao. Anne Hidalgo, bonjour. Si, à l'occasion de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon était au second tour face à Emmanuel Macron, appelleriez-vous à voter pour Jean-Luc Mélenchon?